Bonjour mesdames et messieurs, nous sommes lundi 31 octobre, bienvenue dans ce journal. Hier dimanche 30 octobre, jour du vote référendaire ici en Côte d'Ivoire, le président de la République Alassane Ouattara a accompli son devoir de citoyen en se rendant hier matin donc au lycée Sainte-Marie où il a pu voter. Le compte rendu de Viviane Haïm. Ce dimanche 30 octobre, jour tant attendu du vote référendaire, le président de la République, à l'image de tous ses concitoyens, devait se rendre aux urnes. Avant d'aller accomplir ce devoir citoyen, le président de la République a eu une nouvelle fois des mots à l'endroit de ses compatriotes. C'est un droit. Vous savez, dans beaucoup de pays, même en France, aux États-Unis, beaucoup de populations n'avaient pas le droit de vote il y a un demi-siècle. Bon, en Côte d'Ivoire, nous avons ce droit depuis l'indépendance. Et de 21 ans, nous sommes revenus à 18 ans, baissé à 18 ans. C'est-à-dire que nous voulons que la jeunesse soit partie prenante dans ce processus. C'est un jour historique, c'est un jour important. Il s'agit de bâtir les fondations de la Côte d'Ivoire moderne. Il était 11h02 quand son cortège est arrivé dans la cour du lycée Sainte-Marie. Accompagné de son épouse, le président de la République s'est rendu au bureau de vote numéro 6 sous les objectifs d'une nuée de caméras et d'appareils photo. Après s'être soumis aux formalités d'usage, le président de la République a glissé son bulletin de vote, incontestablement le bulletin vert, dans l'urne. Devoir accompli, la presse n'a pu s'empêcher de lui demander ses impressions sur le déroulement en cours du scrutin référendaire. Je lance un appel pour les élections apaisées. La police fait son travail, mais avec dextérité, éviter la violence. Et c'est vraiment, on peut voter oui ou on peut voter non. Donc on n'a pas besoin d'aller casser, d'aller mettre des barricades. J'en appelle à la responsabilité et au bon sens. Vous savez, il y a près de 16 000 bureaux de vote. Quand il y a 3 ou 4 endroits où il y a des difficultés, on ne peut pas en faire un souci. Le président de la République a conclu en appelant une nouvelle fois les Ivoiriens à refuser l'indifférence ou le rejet, mais plutôt à se rendre aux urnes pour exprimer leur volonté. Et dans le cadre de la tournée africaine en Afrique de l'Ouest, donc, Manuel Valls, le Premier ministre de la République française, effectue une visite de travail en Côte d'Ivoire du 30 au 31 octobre. Au cours de son séjour, Manuel Valls sera reçu en audience par le président Alassane Ouattara. Il aura une séance de travail avec le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan qui sera marquée par la signature de la convention du volet justice du contrat de désendettement et de développement. On parle avec Sylvie Touré. Troisième étape de la tournée ouest-africaine du Premier ministre français. Manuel Valls est arrivé en début d'après-midi à Abidjan. Il a été accueilli à l'aéroport par le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, des membres de son gouvernement et la notabilité Atchan. Ce séjour d'un peu plus de 24 heures est un symbole des bonnes relations entre la Côte d'Ivoire et la France. Manuel Valls mettra son séjour à profit pour solidifier davantage la coopération entre les deux pays. La France veut pour l'Afrique une alliance du XXIe siècle, a-t-il laissé entendre à l'entame de sa visite dans la sous-région. Ce séjour abidjanais se décline en deux activités principales, visite d'entreprise et des séances de travail avec le Premier ministre et le Président de la République. Avant la Côte d'Ivoire, le Premier ministre français était au Togo et au Ghana. Parlons agriculture. Le CEFAMG, Centre de formation à la mécanisation agricole, a 24 ans, fruit de la coopération bilatérale Côte d'Ivoire-Japon. Ce centre a formé à ce jour 5000 jeunes riziculteurs. De quoi dispose ce centre de formation qui s'inscrit dans l'axe de la politique gouvernementale, la mécanisation agricole pour intéresser davantage de jeunes à l'activité agricole. Notre reporter Noël Niagno a visité pour vous ce centre et voici son reportage. La formation dans les domaines de la maîtrise de l'eau et la mécanisation agricole ont une référence. Le centre de formation à la mécanisation agricole, CEFMAG de Grand Laou. Ouvert en 1992, le CEFMAG, fruit de la coopération bilatérale entre la Côte d'Ivoire et le Japon, s'inscrit aujourd'hui plus qu'hier dans la droite ligne de la politique gouvernementale, relever les défis de la réduction de la pénibilité de la production agricole
singulièrement dans le secteur de la riziculture. Nous commençons par la formation de ces jeunes par rapport aux itinéraires techniques de la production du riz et puis leur faire comprendre l'opportunité d'embrasser cette activité par le fait qu'elle est rentable. Depuis 2 ans, nous mettons beaucoup l'accent sur les thèmes de mécanisation. On a vu que sur le terrain, les paysans, à l'aide des structures comme l'OND, ont pu acquérir des machines, des motoculteurs, mais malheureusement, quand vous allez sur le terrain, toutes ces machines sont cassées. Donc il y a quelque chose qui se passe. Nous sommes en train de développer un thème sur le système d'agriculture intensive. Cette pratique-là, nouvelle, qui est le système de riziculture intensive, consiste à produire plus avec moins de moyens. À ce jour, ils sont 5000 stagiaires à avoir bénéficié de la formation dans ce centre dans des conditions acceptables. Une formation de 5 à 10 jours qui prend en compte tout le circuit de production, la fabrication d'outils adaptés aux réalités locales, la bonne exploitation des équipements de pointe avec un point d'honneur à la maîtrise de l'eau pour produire du riz en toute saison, sans oublier la qualité de la transformation et la productivité des moulins. La qualité du riz marchand, c'est un riz qui est propre, un riz blanchi propre, bien à consommer, qui est débarrassé de toute impureté. Et la qualité de leur travail, ça leur fait gagner le temps. Aussi, acquérir des techniques qui leur permettent de gérer efficacement leurs micro-rizeries. Si on voit que le taux d'humidité est bien efficace, ça permet à la machine à être rapide et très efficace. L'entretien qu'on oublie souvent, mais avec la formation, on va étape par étape et le formateur nous montre quels sont les moyens d'entretien. L'entretien périodique, l'entretien journalier et puis l'entretien général. Bon, c'est des trucs qu'on ignorait. Avec la formation, je pense que nous avons bien saisi. Au-delà des riziculteurs et des activités annexes, le CEFMAG forme également les agents de l'ANADER, Agence nationale d'appui pour le développement rural. Bâti sur une superficie de 14 hectares, le centre dispose de 10 hectares de champs d'application et de 4 hectares réservés aux bâtiments administratifs, de logements pour les apprenants et les enseignants. Constituer un bon dossier de retraite n'est pas souvent une évidence pour les personnes en fin de carrière, en fin de service. C'est à cet effet que la Direction générale de l'IPS Ségrailleux, l'institution de prévoyance sociale, Caisse générale de retraite des agents de l'État, a initié un séminaire de formation sur les techniques et dispositions à prendre en compte en vue de la constitution des dossiers de prestations sociales. Étaient concernés par cette formation tous les fonctionnaires et agents de l'État, des ministères et organismes affiliés à l'IPS Ségrailleux. Cita Soro. Comment constituer un bon dossier de retraite? Comment mieux préparer sa retraite? Ce sont des questions auxquelles a répondu l'institution de prévoyance sociale, Caisse générale de retraite des agents de l'État, IPS Ségrailleux, au cours d'une formation. Dans les dossiers déposés, nous avons constaté qu'effectivement, il y avait des pièces qui étaient irrégulières et qui faisaient que les dossiers étaient rejetés. Enfin, l'objet véritable, c'est que effectivement nous arrivions à recevoir les dossiers de retraite propres, des dossiers de retraite corrects, de sorte à ce que nous tenons dans le délai de traitement des dossiers de prestations. Les participants ont également été informés sur certains éléments jusque-là méconnus par les travailleurs. Entre autres, les documents à fournir pour jouir de ces droits de pension, le calcul de cette pension et le droit à la retraite anticipée pour les personnes le désirant. Ce sont des informations que nous ignorons parce que nous n'allons pas à la source. Aujourd'hui, on a l'occasion de nous informer par rapport à notre retraite. La femme ignore souvent de savoir que pendant que tu travailles, tu as le droit, après avoir eu 3 enfants en fonction, de pouvoir avoir 3 années avant les 60 ans pour pouvoir bénéficier d'une retraite normale. Aujourd'hui, ça me donne l'occasion de rectifier toutes ces informations que nous avons reçues qui sont contraires à ce que je viens de voir tout à l'heure. Environ 395 personnes provenant de 127 structures, composées de responsables des ressources humaines, de fonctionnaires et agents de l'État de différents ministères et organismes affiliés à l'IPS Ségrailleux ont pris part à cette formation.
À présent, je vous propose de suivre 7 sur 7, le tour du monde, l'actualité en une semaine. C'est signé Gabriel Zani. Lundi 24 octobre, début du démantèlement de la jungle de Calais. L'objectif des autorités françaises, évacuer près de 6500 migrants installés dans la jungle. Direction les 280 centres d'accueil et d'orientation répartis dans toutes les régions de France. Au moins 12 personnes ont été tuées le mardi matin dans une attaque à l'explosif visant une maison d'hôte à Mandera, a annoncé le responsable de la police du comté de la ville. Il s'agit de la deuxième attaque en moins d'un mois dans cette ville du nord-est du Kenya. L'attaque de Mandera n'a pas été revendiquée. La Gambie se retire à son tour de la Cour pénale internationale, a annoncé mardi soir son ministre de l'Information, Sheriff Jogan, après le Burundi et l'Afrique du Sud. Le ministre gambien a accusé la CPI de persécution envers les dirigeants africains. Au moins 30 pays occidentaux ont commis des crimes de guerre depuis la création de la Cour, sans être inquiétés, selon la Gambie, pays d'origine de la procureure de la CPI, Fatou Bensouda. L'Égypte fait face à une crise monétaire selon la directrice générale du Fonds monétaire international. Christine Lagarde a estimé jeudi qu'une dévaluation rapide de la monnaie permettra de faire face à l'écart grandissant entre taux de change officiels et officieux. Cette crise monétaire dans le pays s'est aggravée depuis la crise politique débutée en 2011 avec les soulèvements qui ont chassé du pouvoir l'ancien président Hosni Moubarak. Le FBI va relancer son enquête sur l'affaire des 11 mails envoyés par Hillary Clinton depuis sa messagerie personnelle pendant qu'elle était secrétaire d'État. Un rebondissement qui sonne comme une bouée de sauvetage pour le candidat républicain Donald Trump qui veut s'en servir pour rattraper son retard dans les sondages. L'opposition ne décolère pas au Venezuela. La coalition de la table pour l'unité démocratique a mobilisé des centaines de milliers de personnes à travers le pays contre le chef de l'État ce vendredi. L'enjeu, faire pression sur le gouvernement pour réengager le processus de référendum ayant pour but de révoquer Nicolás Maduro. Le président du Yémen, Abderrabo Mansour, a dit à rejeter un plan de paix proposé par l'ONU pour mettre fin au conflit qui fait rage dans son pays, a déclaré samedi une source présidentielle. Les détails de ce plan n'ont pas été rendus publics, mais des sources proches du dossier ont indiqué qu'il prévoyait un départ du pouvoir du président yéménite. Un séisme de magnitude 6,5 a encore ravagé dimanche le centre de l'Italie. La secousse a détruit de nombreux bâtiments dont la célèbre basilique San Benedetto de Norcia. Seuls des blessés étaient recensés dimanche après-midi, mais aucun décès. Les dégâts matériels sont toutefois très importants. Des quartiers entiers de certaines villes sont désormais recouverts de gravats après 3 séismes en quelques semaines. C'est signé Gabriel Zani. En bref, à présent, le ministre français de la Défense, Jean-Yves Le Drian, est arrivé dimanche soir à Bangui pour acter la fin de l'opération Sangaris, qui aura mis fin aux tueries de masse en Centrafrique sans parvenir à neutraliser les bandes armées qui terrorisent la population. Des affrontements meurtriers sont survenus hier dans le quartier PK5 de Bangui, capitale du pays. Selon les premières sources, 3 groupes d'autodéfense se seraient affrontés. Le bilan serait d'au moins 10 morts, dont un chef de groupe d'autodéfense et de nombreux blessés. Au Burundi, une personne a été tuée et 5 autres grièvement blessés ce week-end dans la commune de Matongo de la province de Kayanza dans le nord du pays. Ces violences seraient à caractère politique selon l'opposition qui met en cause la Ligue des jeunes du parti au pouvoir que l'ONU qualifie désormais de milice, ce que nie l'administration locale épaulée par la police qui parle d'un vol qui aurait mal tourné. Les 2 partis ne s'accordent que sur un point, la cause qui a entraîné ce drame.
L'ONU se dit horrifiée par les tirs de rebelles qui ont fait 41 morts en Syrie dans les quartiers ouest d'Alep. Les rebelles auraient répandu du gaz toxique. Les médias officiels rapportent 35 cas de suffocation dans un quartier tenu par le gouvernement. Et puis pour terminer, à 8 jours de la présidentielle, l'affaire des emails d'Hillary Clinton relancée par le FBI fait l'effet d'un tremblement de terre. La campagne Clinton, qui pensait avoir assuré la victoire de la candidate, se retrouve fragilisée. Il faut repartir à l'offensive, mais le temps manque. Les républicains se délectent. Dans les meetings de Donald Trump, on scande « en prison » dès que le nom de Clinton est prononcé. Dans la campagne Clinton, qui était passée à une phase où l'on assure la victoire, on est obligé de multiplier les interventions pour expliquer sans vraiment être crédible que cela ne change rien. Fin de ce journal. Mariam Touré est installée, elle prend le relais. Bonne journée sur RTI.